You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 109e épisode de Dirty Feet. Donc aujourd'hui avec nous, on reçoit des invités pour nous parler de l'événement Cru d'automne 2014, donc qui est le spectacle de fin de session des étudiants de l'École de danse contemporaine de Montréal pour les troisième années, celui-là. Il y avait également le spectacle pour les étudiants de première et deuxième année qui étaient les autres semaines auparavant. Donc aujourd'hui avec nous, on reçoit Lucie Boissineau, qui est directrice artistique et directrice des études de l'École de danse contemporaine de Montréal. On a Arthur Harel, qui est chorégraphe et membre du collectif La Horde, et Jonathan de Brouwer, également membre du collectif La Horde, qui vont nous parler un peu plus en détail, en fait, de leur création et de leur collectif. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Lucie, qui est c'est la troisième fois, en fait, qui est invitée avec nous à notre émission. Pour les gars, vous, en fait, c'est la première fois. Oui. Donc, bienvenue au Québec, en fait. Ça Merci. fait même depuis septembre que vous êtes ici. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Arthur et puis Jonathan qui est à côté de moi. C'est notre première fois ici à Dirty Feet et puis aussi en création au Québec. Ça fait tout de même depuis septembre que vous êtes arrivés. Donc, on sautera pas tout de suite à ça, mais c'est tout de même une longue résidence que vous avez eue. Vous avez eu un bon temps avec les étudiants, apprendre à les connaître et tout. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Québec? Alors non, c'est pas la première fois qu'on vient à Montréal. On était déjà venu il y a de ça 1 an et demi pour le FTA, donc le Festival Transamérique, où Jonathan avait été sélectionné pour faire partie des rencontres internationales pour jeunes critiques. Et déjà à l'époque, le reste du collectif, donc Marine Brutti, Céline Signoret et moi-même, l'avions suivi dans cette aventure montréalaise pour suivre le festival et rencontrer un petit peu les acteurs locaux et puis rencontrer ce festival. Et puis là, c'est la seconde occasion pour nous de venir à Montréal dans un cadre cette fois-ci de création à l'École de danse contemporaine. Voilà, à la base, c'est un appel à projet et une candidature que j'ai posée en mon nom en réfléchissant au projet avec La Horde, donc les 4 directeurs artistiques du collectif, pour une résidence financée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, les Pépinières européennes et la structure d'accueil est donc l'École de danse contemporaine de Montréal. À la suite de la sélection de ma candidature, j'ai ensuite été en contact avec donc Lucie Boissineau, qui est ici aujourd'hui avec nous, au sujet de cette création qui allait se passer donc 3 mois ensuite, 3 mois après les résultats. Et je lui ai parlé de ce collectif que nous avons créé il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, le collectif La Horde, où on est 4 directeurs artistiques, 4 artistes à mettre une œuvre au centre de nos préoccupations et lui poser déjà quelques questions, savoir si l'école, les étudiants seraient ouverts à cette expérience de création qui est un collectif et un collectif qui réfléchit et qui construit aussi ces créations sous forme hétérarchique, c'est-à-dire que on place notre dialogue vraiment sur un plan horizontal, c'est-à-dire que on vient tous les 4 collaborer à la construction d'une œuvre et autant avec les concepteurs musicaux qu'avec les danseurs, qu'avec nous, on travaille avec l'œuvre, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission, au centre de nos préoccupations. Donc à ça, Lucie a répondu vraiment positivement. On a réussi à trouver des subventions et des financements pour faire venir aussi le reste du collectif à mes côtés et puis qu'on travaille d'une seule voix pour qu'ils puissent passer avec nous du temps en studio avec les danseurs. Ça a été une expérience assez formidable. Les premières vont avoir lieu à partir de demain au Théâtre Rouge et je pense qu'une expérience de collectif rencontrant un collectif de 15 danseurs étudiants qui ont traversé une formation riche, multiple et complète. Je pense que je parle au nom du groupe. Ça a été très fort et en ça je tenais à remercier à la fois l'école de danse contemporaine mais plus précisément Lucie et Hélène
d'avoir invité aussi le reste du collectif à rencontrer ces jeunes, parce que je pense que c'est très générationnel, cette façon de collaborer et cette façon de créer ensemble. Et c'est ce qui nous semblait aussi important au-delà du propos et de la création qu'on vient donner pour ces 4 prochaines dates. Donc, on va retourner au collectif parce que, bon, le format collectif, c'est sûr que on en voit peu, mais c'est super intéressant et ça peut être très, très riche au niveau des échanges. Donc, j'aimerais qu'on y retourne plus tard. Pour l'instant, je voudrais rappeler à tout le monde que le spectacle va avoir lieu du 17 au 20 décembre au Théâtre Rouge, comme tu viens de mentionner. C'est l'édition 2014, donc vous le faites à chaque année. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'importance de ce spectacle-là, en fait, pour les étudiants, Lucie? Ah, c'est bien. C'est une très belle question. Les étudiants, à ce point-là de leur parcours à l'école, sont à l'avant-dernier spectacle, si tu veux. Et avant ça, ils ont déjà rencontré une dizaine de chorégraphes depuis le début de la formation. Quand j'appréhende ce spectacle-ci, je tâche toujours de leur permettre des occasions de création plus déjantée, vraiment actuelle, de leur présenter en fait ce milieu dans lequel ils vont vouloir désirer s'insérer tout de suite après la formation. J'adore la nouvelle création, tu le sais, tout le monde le sait, mais je peux pas toujours programmer la nouvelle création étant donné tout ce qu'il faut apprendre dans le cadre d'un programme de formation professionnelle. Donc, par exemple, ici, je vais pas du tout insister dans le choix sur l'intégration de la technique de corps, par exemple, ou la technique posturale. On l'a fait, cet exercice-là, en 2e année. Donc, je veux qu'ils rencontrent des créateurs qui sont une expression anglaise dans leur prime, qui sont en train vraiment de réinventer le genre. Et donc, c'est comme ça que cette année, j'ai invité Fred Gravel et Mélanie Demers, qui sont 2 personnes que je sens au carrefour de grands changements. Puis, comme Mélanie, par exemple, qui arrive à la fin d'un cycle avec, quand elle a repris Junkyard cette année à l'usine C, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. Mélanie, en effet, a renouvelé complètement son travail auprès des étudiants. Donc, pour moi, c'est bingo, c'est un pari relevé puisque elle a fait une création qui est très, très distincte de ce qu'elle avait fait avant. Donc, c'est ça un peu mon optique, si tu veux, c'est d'être vraiment dans la contemporanéité. Et en invitant la Horde, c'était la même chose. Je me disais, wow, ces gens-là sont très jeunes, ils ont des idées différentes, audacieuses, et j'adore ce spectacle-là pour ça. Quand tu avais reçu c'était le Cru d'automne, si je me souviens bien, il y a 2 ans, où il y avait Georges Thomas qui présentait, oui. Il y avait Jean-Sébastien Lourdet et Julien Desplantes. Yep. Le format à ce moment-là était une partie des étudiants dans la pièce de Georges, une partie des étudiants dans la pièce de Jean-Sébastien et ensuite le total des étudiants dans la pièce de Julien. Oui. Est-ce que c'est encore le même format? En effet. Oui, c'est le même format. Pourquoi? Parce que, oui, le grand groupe est une force et a beaucoup, en fait, on en voit très peu, des grands groupes, on en voit surtout au sein de nos écoles. Et c'est une force de frappe intéressante et j'aime beaucoup offrir à des jeunes chorégraphes la possibilité de travailler pour grands groupes parce que sinon, selon moi, c'est un art qui est en train de mourir. La création pour grands groupes, il faut pouvoir s'y adonner quelque part ou d'autre, sinon on en aura plus, tu vois. Mm-hmm. Donc, je pense que ça, il y a un travail à faire pour l'école, de tenir le fort pour les jeunes chorégraphes en leur offrant des grands groupes. Du même coup, je trouve que les jeunes ont besoin de se défendre aussi en petits groupes, puisque c'est probablement ça qu'ils vont faire le plus souvent. Mm-hmm. Donc, j'ai scindé le groupe en 2, encore une fois. Donc, la moitié d'entre eux travaillent avec Mélanie Demers et l'autre moitié avec Fred Gravel. Le travail de Mélanie et de Fred est très, très, très physique et ouais. Très demandant sur le corps. Il y a beaucoup d'impact. Est-ce que vous allez les traiter un petit peu plus doucement ou est-ce qu'ils vont être vraiment vidés après chaque performance? Non. Écoute, ça va être une épreuve de force. Je sais que le toit va sauter à tous les soirs. C'est une épreuve de force. Fred a été moins extrême dans sa proposition physique cette fois-ci. J'y avais pas demandé, remarque, il l'a fait parce qu'il s'est inspiré. C'est la première fois qu'il travaille avec de la musique classique. Donc, c'était un travail sur la forme beaucoup. Il se tire beaucoup moins, les corps sont moins cassés. Oui, il utilise encore une forme qui est vraiment distincte et à lui et sa signature, mais on n'est pas dans l'élan et dans l'énergie. La Horde, toutefois,
le titre, c'est Avant les gens mouraient. Eh bien, on est dans un dépassement physique assez extrême. Ouais. Donc, oui, c'est rock'n'roll. En fait, il faut qu'on réajuste nos journées pour que les étudiants, j'aime pas ça les appeler les étudiants, les jeunes danseurs puissent vraiment faire sauter la baraque le soir venu. Au niveau des choix de chorégraphe, on mentionnait tantôt, il y a l'aspect, performance, il y a l'aspect faire un spectacle, mais il y a également l'aspect éducatif qui est présent. Oui. De ton côté, on en avait déjà parlé quand tu étais venu auparavant, mais au niveau des discussions que vous avez eues ensemble, toi et les membres du collectif La Horde, quelle sorte de direction est-ce que ça prenait au niveau de cet aspect éducatif-là? Quels aspects éducatifs étaient importants de vraiment aller chercher? C'est une excellente question. Je laisse toujours les créateurs créer. Je n'interviens pas. Je me garde une grande réserve. Je suis pas du tout une directrice des spots. Je veux que la création arrive. Pour moi, les objectifs pédagogiques sont implicites, sont intrinsèques aux chorégraphes que j'invite. La rencontre va être un processus pédagogique. Il y a une chose toutefois qui me tienne très, 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 très à cœur, c'est que chacun des jeunes danseurs inscrits ait une occasion de prestation, c'est-à-dire l'équité entre tous. Je suis très contre les castings faits à l'école. Et donc, c'est important pour moi que le jeune ait l'occasion de se mesurer à la matière assez longtemps pour devenir performant, puisqu'il n'est pas encore arrivé à la fin, il est encore aux études. Ça, c'est mon angle pédagogique versus la création. Puis je fais beaucoup, beaucoup confiance aux processus qui eux-mêmes sont toujours porteurs de beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Par exemple, le fait de côtoyer la Horde, dont 4 co-créateurs, c'était le lieu d'énormes compromis. En fait, le jeune n'était pas en relation avec le chorégraphe, il était en relation avec 4 personnes en relation. Ça, c'est vraiment, vraiment complexe pour lui et il apprend énormément de cette manière de fonctionner-là. Mais c'est ça. Quand on pense aux autres spectacles, par exemple ceux de deuxième année, c'est sûr que la commande que j'ai faite à Roger Sinha était très distincte. Je lui ai dit, j'ai besoin d'un travail hautement physique par lequel ils vont pouvoir intégrer le travail de partenaire et se mesurer techniquement. Donc, la commande était vraiment différente de celle que j'ai faite avec les chorégraphes de troisième année. Je veux que ces jeunes danseurs soient considérés comme des professionnels. Et pour vous, le collectif La Horde, cet aspect éducationnel-là, je vais assumer qu'en fait, c'était un des attraits aussi pour vous, en fait, quand vous avez appliqué pour le projet. C'était toi, Arthur, en fait, qui avait appliqué, mais avec un peu le support du collectif, je suppose. Oui, alors, comment dire, c'est-à-dire que donc ma proposition qui a été faite pour l'école de danse contemporaine comprenait un projet artistique qui évolue en rencontrant de toute façon les danseurs et puis en arrivant sur le terrain aussi. J'aimais beaucoup un réalisateur qui disait il y a le film qu'on se fait dans sa tête, qu'on tourne et qu'on monte. C'est un peu pareil dans les créations qu'on monte avec la Horde. Pour en avoir discuté avec eux pendant qu'on montait le dossier, etc., l'aspect pédagogique, comme disait Lucie, est intrinsèque à tout le processus. Il intervient à des endroits qu'on suggère et qu'on n'imagine même pas, et puis il intervient il intervient tout seul. Je trouve qu'il intervient assez naturellement, tant que la discussion entre Lucie et nous avait lieu et que on s'entendait sur le bien-être du projet et que le cadre était bien compris et de nous et des étudiants et de l'école. Voilà, nous, on avait des tâches à remplir qui étaient effectivement de considérer ces jeunes étudiants sortants en tant qu'interprètes professionnels, tout en prenant en compte qu'il fallait qu'ils parcourent quelque chose au sein de cette création et qu'ils puissent se mesurer aussi personnellement à l'intérieur de cette œuvre et qu'on ne fasse pas de casting. Même si évidemment il y a certains danseurs qui
dans ce groupe ressort, chacun a eu à un moment dans cette expérience de création la possibilité de se mesurer tant au niveau des processus créatifs qu'au niveau des processus de création mais plus techniques. Chacun a eu un moment où il a pu soit craquer, soit s'envoler, soit toucher un point de grâce et c'est en ça où entre la discussion avec Lucie et Hélène et la Horde, on a réussi à, il me semble, mener une expérience qui ne fut pas plate, mais qui fut plein de monts, de collines, de grands plats, de zones d'incompréhension. Mais c'est ce qui nous semble être intéressant dans la création, c'est que on part avec une idée en tête, puis on arrive totalement autre part. Puis c'est ce qu'on a essayé aussi d'être très clair avec eux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a dû faire des choix. Et que ces choix-là, on les a assumés avec eux. On a plus peut-être ouvert le processus et on leur a laissé regarder aussi le squelette de la construction de qu'est-ce que c'est de créer à 4, qu'est-ce que c'est de construire des choses, de faire des choix. Parce qu'il y en a certains qui sont des interprètes, mais il y en a certains qui sont des interprètes aussi peut-être chorégraphes après la sortie de l'école. Et c'était important pour nous aussi de leur dire comment on travaillait. Et qu'un bon danseur n'est pas forcément un bon chorégraphe et qu'un bon chorégraphe n'est pas forcément un bon danseur. Et qu'en ça, nous, on allait leur ouvrir un peu notre tiroir à outils de comment on travaillait. Qu'ils aiment pas, qu'ils apprécient pas. Ils feront leur tambouille après. Puis nous, on a regardé tous les outils qu'ils avaient forgés durant leurs 3 ans de formation, 2 ans de formation. Et puis ensuite, on s'est mis au travail tous ensemble. C'est comme aussi, on leur a donné réellement toutes nos influences. On a partagé énormément aussi les films sur lesquels on s'appuyait, les documentaires. On a travaillé avec eux aussi sur des documentaires vidéo pour construire certaines chorégraphies, parce qu'on s'intéressait réellement à une danse underground, genre le gabber et le jump style, qui ne connaissaient pas, en tout cas, et qui ne les avaient jamais vus, et qui est peu connu finalement en Europe et pas du tout connu ici. Et ça a vraiment été un échange justement constant avec eux. Oui, ça a été notre point de départ. Donc si on veut rentrer un peu plus peut-être dans la création d'Avant les gens mouraient, avant les gens mouraient, c'est donc on s'est intéressé au hardcore mainstream, plus précisément à la technique jump style et gabber, qui vient donc de Rotterdam en Hollande. Voilà, comme ça il n'y a pas de faute. Et ce qui nous a intéressé là-dedans, c'était donc c'est une danse qui est très physique, qui est assez populaire, qui s'apprend sur des tutoriels internet, dans la rue, en club également, et ça a un BPM entre 160 et 190. Donc autant vous dire que ça pulse quand même pas mal et que ça demande un bon cardio. Et que généralement, l'exécution de ces danses-là se font entre 30 secondes et 2 minutes grand maximum, et que dans les soirées, ça se fait pas tout à fait sobre, et que ça dure toute la nuit. C'est des rythmes qui amènent presque à une transe physique. Hein. Et ce qui nous a intéressé là-dedans, déjà d'un point de vue pédagogique, c'est d'amener les danseurs contemporains avec des outils dits de danse contemporaine qui ont traversé plein de stylistiques différentes, dans une stylistique qui, à la base, n'aurait pas dû rencontrer ce genre d'étudiants ou ce genre de danseurs. Puis c'est leur demander d'investir avec leurs outils de danseurs contemporains une stylistique de hardcore mainstream populaire et de la réinterpréter avec tout le vécu qu'ils ont. Ensuite, pour le point de vue du propos et le point de vue artistique, ce qui nous a intéressé et ce qui faisait sens dans la rencontre avec ces 15 étudiants, c'est la notion de néo-no-futur. Que cette culture populaire underground vient donner avec beaucoup de violence et beaucoup de poésie. C'est-à-dire que il y a des gens qui se réunissent pour avoir presque une révolte pacifique et à la fois extrêmement violente sur un son à 160, 190 BPM et qui vont durant des heures entières se défouler et prendre le relais des uns des autres. À aucun moment la foule ne cesse de s'agiter, à aucun moment la foule s'épuise. Il y a toujours un relais constant de cette danse qui ne cesse d'avoir lieu, et ces gens-là qui viennent prendre le relais de ceux qui s'épuisent. Moi, j'avais fini la dernière répétition quand on avait fait les présentations en leur disant cette phrase-là
qui m'a beaucoup touché, et je retrouverai le nom de cette femme-là parce que ça fait 2-3 fois que je la répète, mais c'est qu'on leur a dit qu'on les aimait, et parce qu'on les aime, on les souhaite et on les désire épuisés et fébriles, et voilà, je trouve ça très touchant de la manière dont ces 15 danseurs se sont emparés de cette technique, se sont emparés de ce propos, si jettent corps et âme, et se dépassent, et viennent prendre le relais et des uns et des autres. Et c'est là où Mélanie a eu 8 interprètes, Frédéric en a eu l'autre moitié, puis nous, on est venu conclure cette session-là en regroupant ces 2 groupes qui avaient vécu 2 expériences complètement différentes. Alors avec Fred, ils ont été sur de la musique classique, avec une technique bien particulière et une patte dont seul Fred a le secret. Puis Mélanie, comme disait Lucie, apparemment finissait un cycle, donc recréer quelque chose, aller chercher d'autres outils, etc. Et puis nous, il a fallu qu'on réunisse ces 2 groupes et qu'on reparte dans quelque chose de nouveau. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant dans le programme de l'école, c'est qu'ils sont à la fois confrontés à un rush, à la fois confrontés à des univers différents, et ils sont constamment dans des problématiques qui les font grandir, des problématiques sociales, comment communiquer avec un autre groupe qui a vécu une autre expérience, comment reconnecter avec un autre univers artistique, comment connecter avec 4 personnes qui à la base forment une seule voix qui est un collectif. Ils ont des problématiques constantes à résoudre et qui les font, il nous semble en tout cas, grandir très vite. Et c'est ce qu'on a ressenti nous quand on a fini cette expérience. On s'est dit waouh, ça y est, ce sont des danseurs, puis ils sont multidisciplinaires et ils sont beaux. Donc, le collectif La Horde, vous êtes un collectif multidisciplinaire. Donc, à la base, vous venez de différents parcours. De quelle façon est-ce que ça s'applique? En fait, c'est surtout au niveau de la scénographie, de la chorégraphie. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des particularités aussi importantes pour le collectif? Alors déjà, je voulais dire, parce que c'est vrai que Jonathan, tu m'as dit qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est Guillaume Rému qui signe la musique, qui est un jeune compositeur qui sort de l'université de Montréal et qui a fait un boulot vraiment, vraiment formidable. Oui, alors bon, pour la musique, il a vraiment réinterprété le art style, le jump style au niveau musical. Il n'était pas intéressant pour nous de prendre des sons préexistants, mais d'y appliquer une couche de lecture différente et réinterpréter. Donc il a vraiment réinterprété en gardant les mêmes BPM, la même violence, mais avec sa patte, son univers et puis nos influences. On a comme mis des filtres supplémentaires pour que la musique soit autre chose que simplement des sons attrapés à droite à gauche et voilà, on voulait amener un décalage et une réinterprétation au niveau de cela. Sur la question de la multiplicité des genres et la pluridisciplinarité du groupe et de la manière dont comment ça se manifeste, ça dépend des projets. Ça dépend vraiment des projets parce que ce qui va ressortir surtout, donc on travaille autant sur des installations que sur des performances, que sur des pièces chorégraphiques, pour la Black Box, pour des musées, que pour des endroits qui ne sont pas forcément dédiés à la représentation en art vivant ou en art contemporain. Donc c'est plus dans nos processus que je trouve que on retrouve ça. Parce que voilà, avec les étudiants par exemple, sur cette création-ci, il nous est arrivé de leur proposer d'aller chercher de la matière sur Internet, de leur présenter des films, des extraits sur des films comme Under the Skin, des tutoriels de Gabber et de Jump Style sur Internet, de leur montrer aussi des mouvements sur nos corps, de travailler sur différents médias et sur différentes possibilités de travailler. Donc je pense que l'aspect multidisciplinaire, il se trouve voilà vraiment dans le processus qu'on propose, dans la construction des objets chorégraphiques qui peuvent autant s'inspirer d'objets de films que d'objets de tutoriels sur Internet, que d'une musique, que d'une culture même. Et après, selon les projets, d'un tableau même. Ouais, ou même d'un tableau, d'une image.
beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, documentaires. Ce qui nous intéresse, c'est il y a beaucoup d'informations, nous on les choisit, puis en fonction du propos, on partage énormément de choses on fait comme un grand brainstorming de ce qui nous intéresse par rapport à notre socle, qui est par exemple ici le gabber, le jump style, le hardcore mainstream, puis on vient enrichir de plein d'outils, de plein de références, puis on vient travailler autour avec différentes propositions. Voilà. Et puis après, selon les créations, ça peut se traduire à travers la scénographie, les corps des danseurs, la musique, la vidéo également. Voilà. Est-ce que vous allez utiliser de la vidéo, des projections sur scène en même temps? C'est plus au niveau des influences que... Dans nos anciennes créations, on aime bien justement incorporer ce médium vidéo. Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et aussi très casse-gueule dans les spectacles vivants. Donc c'est toujours comment trouver le bon dosage. Mais là, ça nous est pas venu parce que la danse était très forte déjà, même plastiquement. Ce mouvement-là, et on l'amène dans une répétition. Donc il nous semblait pas intéressant de mettre de la vidéo parce que ça serait devenu quelque chose de didactique et il n'y avait pas l'intérêt là dans cette création-là. Parce qu'on aime bien utiliser la vidéo et que ça ne devienne pas quelque chose d'illustration ou de didactique, que la vidéo devienne un acteur à part entière justement du spectacle. Et là, c'était pas nécessaire. L'univers justement était assez fort grâce aux danseurs et leur interprétation. Donc, mais souvent, on aime justement mélanger des éléments plastiques liés aussi à des éléments de scénographie. Donc là, il y a quand même des éléments de scénographie qui introduit justement cet univers-là de underground, de lieux de clubbing. Donc c'est des éléments, on a juste pris des barrières de sécurité qu'on a scénarisé justement avec de la lumière. On s'est vachement aussi inspiré du film de Clouzot, de L'Enfer de Clouzot, où justement il y avait tout un travail de lumière de Thomas Godefroy, auquel il nous a fait une proposition. On lui avait dit justement qu'on voulait avoir cet effet-là. Il nous a fait une super belle proposition justement de mise en lumière pour créer des tableaux justement sur ces barrières-là. Donc on aime bien justement créer plusieurs espaces dans un même espace. Puis, comme disait Lucie tout à l'heure, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a eu 15 danseurs. Je sais pas si, alors, chez nous, par exemple, en France, actuellement, c'est de plus en plus compliqué de montrer des pièces pour grands groupes. Financièrement, c'est improduisable, c'est intournable. Et je trouve que d'avoir eu l'occasion pour nous, en tant que 4 jeunes créateurs, de travailler avec 15 danseurs qui avaient des bagages techniques assez conséquents, il nous est pas apparu nécessaire de venir enjoliver les choses avec un aspect de scénographie, de vidéo, etc. Là, on a beaucoup plus à interroger les corps, la construction de la chorégraphie et tout le processus chorégraphique à travers une pratique pluridisciplinaire, mais qui se retrouvait essentiellement dans le corps de ces 15 danseurs-là. C'est ce qui nous semblait être en tout cas la priorité et puis le plus intéressant dans ce qu'il fallait en faire ressortir en tout cas. J'aimerais retourner un peu au type de danse en fait desquels vous êtes allé puiser. Vous pourriez nous faire un peu une explication de l'esthétique du style en fait. Bon, c'est très rapide, vous disiez, c'est très effréné d'une certaine façon, mais au niveau de l'utilisation du corps ou c'est ça, la composante esthétique du mouvement, ça ressemble à quoi exactement? Alors le mouvement du gabber, c'est un mouvement très répétitif et c'est surtout une danse avec les pieds et avec les mains et c'est très très répétitif avec le mouvement justement de la musique hardcore. Donc c'est avec un beat. Voilà, il y a des beats extrêmement rapides et les mouvements suivent. C'est pour ça que c'est des courts moments de danse parce que par rapport au rythme physique, c'est vraiment intense et c'est pour ça qu'on parlait de trance. C'est que ces danses-là sont vraiment des transes. C'est vraiment des tripes personnelles et à un moment on est dans une bulle justement et on est juste en rapport avec le son. Et là, ce qui était intéressant justement avec les danseurs, c'était
à partir de cette danse-là qui est un trip personnel, de comment retransmettre ça à un public. C'est comment justement cette danse pouvait interagir avec un public. Voilà, et le jump style, par contre, c'est une danse qui va être plus étendre en hauteur, toujours avec les pieds aussi, mais il y a quelque chose qui est en rapport des fois avec des danses de ballet russe, justement, avec les pieds qui montent très haut. Et justement, on a essayé, à partir de cette stylistique-là, d'étirer encore plus le mouvement et de l'amener à bout d'un moment dans une transformation et dans quelque chose de très déstructuré, pour la ramener dans du lyrisme vers la fin. Ouais, je crois que t'as tout dit. Il y a deux courants principaux, en tout cas au niveau chorégraphique, dans cette pièce-là. Il y a le gabber, qui est une danse qui se trouve plus dans la terre, dans des appuis et dans une répétition, et le jump style qui, elle, est plus enlevé et qui, effectivement, fait penser à des danses cosaques, des ballets russes, irlandaises aussi, qui est très sautée, répétitive. Il n'y a pas une richesse de mouvement extrême, mais c'est une répétition, une réinterprétation constante des danseurs, de mouvements répétitifs qui se trouvent soit dans le sol, soit plus en virtuosité, plus en l'air. Ce qui devient riche, c'est justement que tout le groupe soit coordonné ensemble. Ouais. Et vous mentionniez aussi un peu plus tôt la thématique, je crois que tu l'avais appelée, Arthur, Neo No Future. Ouais. C'est ça qui est lié au style de danse, au style de musique aussi, je suppose. Est-ce que cet élément-là, vous l'avez gardé dans la pièce ou c'est quelque chose que... en fait, est-ce que tu pourrais en parler un peu de c'est quoi cette philosophie-là et est-ce que vous l'aviez gardé? Est-ce que vous aviez utilisé ça dans la performance? Oui, mais en fait, je vois très bien où on peut en venir. C'est-à-dire qu'avant Les gens mouraient, c'est presque un oxymore. On le disait hier aussi encore en interview, on aime que le titre en tant qu'objet serve autant que la pièce, et que par exemple on aimait nous quatre voir un tableau de coucher de soleil qui s'appellerait par exemple J'ai pleuré toute la nuit au nom d'Anna, alors que s'il s'appelait coucher de soleil et qu'on voit un coucher de soleil, ça nous emmerderait profondément. Donc avant Les gens mouraient, la pièce ne vient pas expliquer et décortiquer le titre, elle vient simplement placer un filtre et amène encore un ailleurs, et ça serait presque ce titre-là serait presque un clin d'œil à ce néo-no-futur qui vient en fait surtout placer l'état d'esprit dans lequel les danseurs ont été mis, parce que il y a, comme on le disait tout à l'heure, une forme de très grande violence, mais à la fois une très grande poésie, une révolte presque passive et une révolte acharnée, mais c'est pas sans conviction, si vous voulez, mais elle a pas lieu. Il y a pas de révolte. Comment dire? C'est des gens qui dansent, c'est des gens qui s'épuisent. C'est une révolte personnelle et presque un néo-no-futur. Il y a pas plus de revendication que ça, que de s'épuiser et de s'épuiser ensemble et de s'épuiser en groupe et de prendre du plaisir. Et c'est une forme pour nous, une nouvelle révolution qui se passerait soit dans la rue, soit en souterrain, et sans forcément de conviction de changer les choses. Mais voilà, cette forme de fatalisme mise en image par une grande violence et beaucoup de poésie, et des gens qui sont du coup entraînés par cette transe à une grande fébrilité, et à travers ces 10 minutes d'essoufflement qu'on amène dans ce spectacle, à la fin, toute cette fébrilité nous donne accès à une humanité qu'on n'aurait pas pu percevoir si on les avait gardés en vie et si on les avait gardés en pleine forme. Et ça se passe dans la création, il me semble, si on arrive à toucher ce point-là. Mais ça s'est passé vraiment dans l'expérience qu'on a vécue avec eux. Quand on a touché et quand on a dépassé ce second souffle, c'est là où le néo-no-futur s'est annulé, et que l'humanité de ces danseurs épuisés, se rattachant au groupe et à leurs outils de formation, voilà, c'est là où en tout cas tout s'est passé pour nous. Et est-ce que vous en avez discuté beaucoup de ça avec les étudiants? Est-ce qu'ils étaient un peu conscients de ça, ou ils l'ont vécu seulement à travers le mouvement, à travers l'expérience? On a vraiment travaillé des ateliers avec eux. Et petit à petit, en fait, on leur a donné des couches de lecture, parce qu'on n'avait pas envie que d'un seul coup, ils s'imaginent tout de suite un personnage et qu'on rentre dans une espèce de caricature. C'est forcément, du coup, c'est comme il y a Catherine qui dit oui, on doit être badass.
Alors oui, on doit être badass, mais on ne doit pas être que badass, justement. Et c'était comment construire une interprétation et une justesse tout du long, sans tout de suite leur donner la clé dès le départ. C'était important pour nous, dès le départ, de ne pas forcément leur donner toutes les clés, mais de leur donner justement des étapes, un peu comme un calendrier de l'Avent, en fait. Ils ont ouvert chaque jour en fait, des portes, et justement, au final, c'était « Ah, ça y est, ils ont compris maintenant où on voulait les amener, quoi. » Ils ont été vraiment très généreux, les danseurs. Ils se sont abandonnés au processus. Bien sûr, ils ont été les interlocuteurs de la Horde. Ils ont proposé beaucoup de choses. Ils se sont investis énormément. Mais ils n'ont pas été gardés dans le noir du tout. La Horde aussi a été communicative et généreuse. Donc, la générosité a fait en sorte que ce déploiement d'énergie-là, ils ont désiré le faire. C'est sûr que ça peut être vu comme une épreuve de force, donc il peut y avoir de l'appréhension. Un vendredi après-midi, quand il faut faire un enchaînement, par exemple, tu dis merde, comment je vais faire pour passer à travers? Mais voilà, ils sont capables maintenant, ils le savent. Donc, mais ça s'est fait dans une mutuelle générosité. C'est pas tout le monde qui embarquerait dans une aventure d'épuisement avec autant de renoncement. À la fin de l'épisode, en fait, je vais vous demander de nous faire écouter un extrait musical pour que les gens puissent bien saisir ça. Est-ce que vous avez un extrait du créateur? Vous pourriez nous rappeler le nom du compositeur? Oui, on peut avoir un extrait de la composition de Guillaume Rému. Qui est un étudiant à l'Université de Montréal, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Parfait. Donc, ça, en fait, on rappelle à tout le monde, on parlait avec le collectif La Horde, donc Arthur Harel et Jonathan Debrouwer, 2 des 4 membres du collectif La Horde. Ouais. Il manque Céline Signoret et Marine Bruty qui sont en France. Mais qui sont venus pendant le processus. Exact, qui sont venus travailler avec nous. OK. Et on avait également Lucie Boissonneau avec nous. Donc, Lucie, en fait, tu pourrais nous nommer les titres de chacune des pièces, donc de Frédéric, de Mélanie et de La Horde? Certainement. Alors, je vais aller dans l'ordre du programme. On va ouvrir le spectacle avec la chorégraphie de Frédéric Gravel, qui s'appelle 3 essais sur la musique, dont 2 réussis. Vous voyez la pointe d'humour de notre cher Fred National. Ensuite, Mélanie Demers signe une pièce qui s'appelle La Meute. Et après, évidemment, nous aurons Avant les gens mouraient de Arthur Harel. C'est du 17 au 20 décembre au Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal. Et les spectacles sont à 19h30. Parfait. Bien. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Donc, Lucie Boissonneau, Arthur Harel et Jonathan Debrouwer. Merci énormément d'être venu nous parler. Merci. 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 Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com.
Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.